Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mongozi TV. Très heureux de vous savoir à l'écoute. Mongozi TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. The Africans require, want to franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Nous entamerons aujourd'hui la deuxième partie de la vie de Nelson Mandela, allant de toute la période d'emprisonnement de membres de l'ANC jusqu'aux toutes premières élections générales multiraciales. Arrestation de membres de l'ANC. Le 5 août 1962, Nelson Mandela est arrêté après 17 mois de clandestinité et est emprisonné au fort de Johannesburg. Son arrestation a été rendue possible par des informations communiquées par la CIA à ses homologues sud-africains sur la cachette et les déguisements de Mandela en chauffeur de voiture en échange de la libération de l'un de ses agents infiltrés alors détenu par la police sud-africaine. Rolihlahla est en effet considéré par ces organisations comme terroriste et communiste dans le contexte de guerre froide où l'idéologie de l'apartheid s'affichait comme ligne de défense de l'Occident, très dépendant des minéraux et métaux dont or, platine, uranium, diamant, etc., dont l'Afrique du Sud, d'ailleurs gardienne de la route maritime du Cap, est l'un des principaux producteurs mondiaux. 3 jours après son arrestation, Nelson Mandela est accusé officiellement d'avoir organisé une grève en 1961 et d'avoir quitté le pays illégalement. Le 25 octobre, il est condamné à 5 ans de prison. Alors qu'il purge sa peine, le 11 juillet 1963, la police arrête plusieurs dirigeants de l'ANC à Rivonia, au nord de Johannesburg, où est situé le quartier général de la direction d'Umkhonto weSizwe. Parmi les 11 personnes arrêtées figurent Walter Sisulu et Govan Mbeki. Nelson est lui aussi mis en cause et avec ses compagnons, il est accusé par le ministère public de 4 sabotages, des trahisons, des liens avec le Parti communiste sud-africain, mais aussi de comploter une invasion du pays par l'étranger, ce que Mandela demande. Le procès de Rivonia débute le 9 octobre 1963 devant la haute cour de Pretoria présidée par Curtius de Wet, un juge afrikaner nommé sous le gouvernement d'un parti uni et à ce titre considéré par Mandela et les siens comme indépendant du gouvernement de Verwoerd. Durant le procès, à l'aide de documents saisis à Rivonia, les procureurs détaillent les commandes d'armes, les liens entre l'ANC et les partis communistes et les plans destinés à renverser le gouvernement. Dans sa déclaration pour sa défense le 20 avril 1964, devant la Cour suprême de l'Afrique du Sud à Pretoria, Nelson Mandela expose les raisonnements qui l'a fait recourir à la violence comme tactique. Il révèle comment l'ANC a utilisé des méthodes pacifiques pour résister à l'apartheid pendant des années, jusqu'au massacre de Sharpeville, la déclaration d'état d'urgence et l'interdiction de l'ANC par le gouvernement, qui leur a montré que leur seul choix était de résister à travers des actes de sabotage. Agir autrement aurait été pareil à une capitulation sans condition. Rolihlahla explique comment il a écrit le manifeste de Umkhonto weSizwe avec l'intention de démontrer l'échec des politiques du Parti national quand l'économie serait menacée par le manque de volonté des étrangers à risquer des investissements dans le pays. Il finit sa déclaration reproduite intégralement dans le Rand Daily Mail, les grands quotidiens progressistes anglophones de Johannesburg, par ces mots, je cite, « Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. Je chéris l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes opportunités. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir. Mais si besoin est,
C'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Fin du site. Les accusés sont jugés coupables de sédition le 11 juin 1964 et condamnés à la détention à perpétuité le 12 juin, à l'exception de Lionel qui est acquitté. Si Mandela et la majorité de ses compagnons sont reconnus coupables de 4 chefs d'accusation, ils échappent à la peine de mort dont ils étaient passibles parce que le juge n'estime pas prouver l'intervention étrangère évoquée par le ministère public. Selon des sources de l'ANC, d'historiens, de journalistes ou de juristes, la pression internationale a également influencé le verdict, ce que pense également Olivier Tambo à Londres. Mais ce que ne révèlent pas d'autres historiens traitant du procès des Rivoniens. Pour Nelson Mandela, bien que le ministre de la Justice John souhaitait qu'il soit condamné à mort, le juge avait pour sa part peut-être été influencé par les protestations internationales comme celle du syndicat des dockers qui avait menacé de ne plus charger les marchandises pour l'Afrique du Sud ou encore par les protestations d'une cinquantaine de membres du Congrès américain et du Parlement britannique. Le fait qu'aucune action de guérilla n'avait débuté et que l'ANC et le MK avaient été considérés comme des entités séparées par le juge aurait été aussi, selon l'analyse de Mandela, une raison de la clémence relative du verdict. Le Premier ministre Hendrik Verwoerd déclara devant le Parlement sud-africain qu'aucune protestation de quelque origine qu'elle fût n'avait influencé le jugement et encore moins la lettre et les télégrammes que lui-même avait reçus des Léonides et des pays socialistes, lesquels avaient, selon sa déclaration, fini à la poubelle. Cependant, juste avant le verdict, Alan Paton, chef du parti libéral, avait déposé auprès du juge de Wet une requête d'indigence également. Toutefois, le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne le procès des Rivoniens et commence à s'engager vers la recommandation des sanctions internationales contre l'Afrique du Sud. La résolution 181 d'août 1963 du Conseil de sécurité de l'ONU condamnait l'apartheid et demandait à tous les États d'arrêter volontairement leur vente d'armes à l'Afrique du Sud, mais cette demande n'est jamais contraignante avant la résolution 418 du novembre 1977 imposant un embargo sur les ventes d'armes. Également, une pétition internationale recueillit les signatures de 143 personnalités appelant la communauté internationale à dénoncer non seulement les arrestations, mais aussi et surtout les législations de l'apartheid.